avec Tiercé Magazine, la passion de gagner. 18 pur sang âgés de 4 ans et plus se disputaient la victoire sur la longue distance de 3100 mètres. Ponte Brola et Azrou, les deux plus gros poids de la course, montrent rapidement le chemin à leurs adversaires, mais se trouvent vite absorbés lors du sprint final. Ménagé jusqu'alors, Snowy Love surgit et ne tarde pas à faire la différence devant le gris Khartoum, De Haute Lutte, Cléty et Valrisque. Sujet tardif, Snowy Love rattrape actuellement le temps perdu. Les favoris ont été à la hauteur, les rapports sont tout petits, 1020 francs seulement pour le tiercé dans l'ordre, un peu plus de 2700 francs pour le quartet plus. Quant au quintet plus, il atteint 102 400 francs. Le 2 sur 4, 56 francs. Bonsoir à tous. La nouvelle guerre américaine, voilà le bandeau qui barre désormais l'écran des chaînes de télévision aux États-Unis. Washington n'a pas le choix, a déclaré depuis Camp David le secrétaire d'État américain à la Défense Donald Rumsfeld. Les États-Unis doivent s'attaquer aux organisations terroristes, mais aussi aux pays qui les abritent. Washington, soutenu par son opinion publique, selon un sondage, 85% des Américains sont favorables à une action militaire. Reste que le plan de riposte des États-Unis n'est pas encore arrêté. Une déclaration ce soir du ministre français des Affaires étrangères, Hubert Védrine, invité du forum RTL LCI Le Monde. Des frappes donc, mais contre qui? Je ne suis pas impliqué dans les attentats de mardi. Voilà pour résumer la réponse d'Oussama Ben Laden à sa désignation comme suspect numéro 1 par les États-Unis. Il le déclare dans un communiqué transmis à une agence de presse proche des talibans afghans. Ben Laden affirme qu'il n'a pas les moyens d'organiser de tels attentats du fait des restrictions imposées à ses contacts avec le monde extérieur par les talibans. Pendant ce temps, l'Afghanistan et les pays voisins se préparent à d'éventuelles opérations américaines. De nombreux Afghans ont décidé de quitter le pays, ce qui ne sera pas facile. L'Iran et le Pakistan ont décidé de fermer leurs frontières, refusant d'accueillir de nouveaux réfugiés. Clara Mariani. On est là parce que la tension est très vive en Afghanistan. La vie là-bas, au pays, est très dangereuse. Par pudeur, cet Afghan réfugié au Pakistan ne dira pas que son pays natal vit à l'âge de pierre. Ici, à Turkham, ville située à la frontière afghano-pakistanaise, les réfugiés afghans se comptent par milliers. Tous ont fui leur pays ravagé par plus de 20 ans de guerre. Il y a eu celle conduite par l'armée rouge au début des années 80, puis celle menée par le commandant Massoud et ses hommes contre le régime taliban depuis 1996. Depuis les attentats, les contrôles de police se sont intensifiés. La vie continue comme elle peut. Le Pakistan soutient le régime des talibans en place à Kaboul, mais le général Musharraf a décidé de coopérer avec les Américains. Depuis mardi, et devant la menace de riposte US qui chaque jour se fait plus pressante, il y a bien des interrogations dans la rue pakistanaise. Les États-Unis commettraient une grave erreur, une erreur monumentale s'ils attaquaient l'Afghanistan. Les Soviétiques ont fait la guerre là-bas pour rien. Qu'est-ce que les Américains veulent faire de plus ? Plus à l'ouest, en Iran, les réfugiés afghans sont venus en nombre. 2 millions survivent ici. Toujours le même dénuement, toujours la même détresse. L'Iran a condamné les attentats de New York, Washington et de Pennsylvanie. Il a prévenu qu'il ne tolérera pas de mouvement de population. Téhéran a fermé ses frontières avec l'Afghanistan. Pour tous ces gens jetés sur les routes par la crainte de la guerre, pour tous les autres qui ont trouvé refuge dans l'extrême nord-est de l'Afghanistan, les Nations Unies craignent une nouvelle catastrophe humanitaire. Revenons maintenant aux États-Unis où ont commencé les obsèques des premières victimes. L'aumônier des pompiers de New York a été enterré samedi. Il a trouvé la mort sur les lieux de l'attentat alors qu'il donnait les derniers sacrements à un pompier. Le père Judge a été la première victime identifiée de l'attentat. Bill et Hillary Clinton étaient présents aux funérailles. Et puis les affaires vont reprendre demain à Manhattan avec la réouverture de Wall Street. Les connexions informatiques et de communication endommagées par les attentats ont été restaurées ce week-end. Tous les marchés financiers de la planète auront les yeux braqués sur la bourse américaine. De nombreux analystes s'attendent en effet à un plongeon du Dow Jones. Le Proche-Orient, à présent, avec cet espoir, sinon de paix, en tout cas de dialogue, Ariel Sharon a proposé de cesser les attaques israéliennes dans les territoires palestiniens si Yasser Arafat décrète, lui, un cessez-le-feu. Marie-Christine Lux.
Jérusalem ce matin, témoignage de solidarité au peuple américain. Le gouvernement israélien observe une minute de silence pendant son conseil des ministres. Un peu plus tard, devant le Parlement israélien, la Knesset, Ariel Sharon va créer la surprise en faisant un autre geste à l'égard des États-Unis qui lui demande depuis les attentats de mardi de faire un effort particulier pour la paix. Le Premier ministre israélien accepte une rencontre entre Shimon Peres, son ministre des Affaires étrangères, et Yasser Arafat, le président palestinien. Jusqu'ici, il ne voulait pas en entendre parler. Aujourd'hui, il dit oui, mais pose une condition. S'il y a 48 heures de calme absolu, le ministre des Affaires étrangères rencontrera Yasser Arafat pour faire avancer le dossier du cessez-le-feu. Yasser Arafat, de son côté, répond qu'il est prêt à rencontrer Shimon Peres n'importe où, n'importe quand. On a déjà observé un cessez-le-feu par le passé et rien ne s'est produit. Cette fois, c'est au tour d'Ariel Sharon de faire appliquer un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu dont on ne prend pas le chemin. Aujourd'hui encore, un soldat israélien a été tué par des tirs palestiniens à Ramallah, en Cisjordanie, et 3 Palestiniens blessés par des soldats israéliens dans la bande de Gaza. Un mot de sport pour finir. Pour la première fois de l'histoire de la F1, l'hymne colombien a retenti sur un podium ce dimanche. Le jeune pilote Juan Pablo Montoya a remporté le Grand Prix d'Italie sur le circuit de Monza. Montoya, brassard noir au bras, a tenu, comme ses compagnons du podium, à ne pas procéder au traditionnel arrosage au champagne en mémoire des victimes des attentats de mardi. Voilà pour l'essentiel de l'actu. Dans un instant, la météo avec Sophie Levers. Bonne soirée à tous. La météo avec Center Park. Bonsoir, les températures n'étaient déjà pas très folichonnes et bien demain elles seront encore en baisse. Les averses s'en donneront à cœur joie sur les 2 tiers du pays. Enfin bref, l'été indien n'est toujours pas pour demain. Le matin, le temps sera variable sur une petite moitié ouest. Encore beau, près de la Méditerranée, partout ailleurs l'instabilité régnera. Il neigera même sur les reliefs à partir de 1300 mètres. L'après-midi, le ciel sera souvent nuageux avec des averses sur pratiquement tout le pays excepté sur la façade atlantique et près de la Méditerranée. Certaines de ces averses pourront prendre un caractère orageux, en particulier sur la Corse et sur l'extrême nord. Les températures perdront encore quelques degrés. Elles varieront de 13 à Nancy, Clermont-Ferrand et Limoges, jusqu'à 21 degrés à Perpignan, Montpellier et Nice. Bonne soirée et à bientôt. Center Park vous souhaite du bon temps. Dans ce centre de recherche Fiat, nous travaillons sur une idée révolutionnaire. Pourquoi nos mannequins ne doivent-ils servir qu'au crash test? Ils peuvent faire bien plus. Comme nous dire à quel point la Punto est spacieuse. À toi, Bob. Et ils savent aussi à quel point elle peut être sympa. Fiat Punto, la première voiture testée pour votre plaisir. You say you want a revolution, well, you know, we all want to change the world. Le plus important dans la technologie, c'est que l'on puisse communiquer comme s'il n'y en avait pas. That it's evolution, well, you know. Le futur, vous l'aimez comment? Orange. C'est la rentrée. Est-il bien protégé? À chaque instant, notre corps est soumis à des petites agressions extérieures et il doit se défendre. Actimel contient du L-caséidanone, un ferment lactique unique et aide à renforcer naturellement notre corps. Chaque jour, prendre Actimel, c'est aider nos défenses naturelles. Actimel, aidons nos défenses naturelles. Cet homme pourrait être l'assuré idéal. 20 ans de permis, jamais un accident, une situation stable. Seulement voilà, pour nous à la Maïf, il y a un problème. Ces valeurs ne sont pas les nôtres. À la Maïf, ce qui nous unit avec nos assurés, c'est le respect de la personne. Et ça fait 67 ans que ça marche. Rejoignez-nous. Maïf, assureur militant.
Dragons. Entrez dans un monde qui défie l'imagination. La légende est devenue un grand film, Donjons et Dragons. Une aventure fantastique, une édition DVD Prestige qui va vous enflammer. Vous pouvez contrôler les dragons. Latitude, longitude, l'aventure au cœur d'un nouveau parfum de Nautica. Eau minérale naturelle du bassin de Vichy, Saint-Yor, pour digérer, ça aide. Alors comme ça, il paraît que la mode est aux jeux cruels et impitoyables, des jeux où le maître de cérémonie se complaît dans le sadisme. Et vous pensiez sans doute que nous, au service des sports de Canal, on n'aurait rien à vous proposer dans ce genre-là. Eh bien, figurez-vous qu'on pourrait s'en approcher. Regardez, je vais vous le faire. Tomislavevic, vous êtes le maillon faible. Au revoir. José Anigo, vous irez regarder la suite du championnat chez vous. Au revoir. Messieurs Skoblar, Lévy ou Aymon, merci d'avoir essayé, mais au revoir. Ce soir, le maillon fort est Tomislavevic. Ah bah mince, il n'avait pas déjà été éliminé celui-là? Je comprends rien à ces jeux, moi. Bon, l'important, c'est que ce feuilleton tient la France en haleine. Comment vont-ils s'en sortir? Qui sera le prochain à partir? Tout le monde garde à l'esprit les images douloureuses des premiers épisodes, ces grimaces dues à la déception ou au sentiment d'impuissance. Et l'épisode suivant, c'est tout de suite là, dans 35 petites minutes. Une nouvelle épreuve de survie pour l'OM qui se rend à Sedan. Et depuis 2 ans maintenant, on sait qu'il est difficile de se rendre à Sedan. On en vient même à penser que le petit club des Ardennes se prend pour Liverpool. La cohésion entre le public et les joueurs est telle qu'on peut lire dans le stade la devise de Liverpool, You'll never walk alone, vous ne marcherez jamais seul. Au-dessus du tunnel, le message est différent, bienvenue en enfer. C'est vrai que le stade Louis Dugauguez peut se transformer en fournaise, chauffé à blanc par un speaker qui n'hésite pas à sacrifier ses cordes vocales. Écoutez-le. Résultat, le nombre de degrés monte considérablement à l'intérieur de l'enceinte sedanaise. Les supporters sont pratiquement obligés de se dénuder, partiellement, ce qui peut parfois s'avérer tout à fait charmant. Et nos commentateurs du soir peuvent déjà prendre leurs précautions pour rester présentables à l'antenne. Et l'OM au milieu de tout ça, lorsqu'il est presque impossible d'avoir recours à la raison pour se sortir d'une situation délicate, alors on fait appel à l'irrationnel. C'est le cas de Bernard Tapie, mais aussi du capitaine marseillais Franck Leboeuf. Et je demande au bon Dieu de nous donner un petit peu de chance aussi. Et lux perpetua luceat eis domine. Ben oui, pourquoi ne pas s'en remettre à Dieu quand on est voué aux flammes de l'enfer, fût-elle sedanaise? Ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité, celle d'un jeu impitoyable où se mélangent l'émotion, le drame, le feu et le divin. Un spectacle qui ne peut laisser personne indifférent. Sedan Marseille, c'est chaud, très chaud, passionnez-vous. Bonsoir à tous, vous l'avez compris, il y aura du piment dans ce Sedan-Marseille, dernière rencontre de la 7e journée du championnat de France de première division. Bordeaux-Monaco est en train de se terminer au stade Jacques Chaban-Delmas. Pour le moment, les deux équipes sont à égalité 0-0. Grand résumé de ce Bordeaux-Monaco à la mi-temps de Sedan-Marseille sur le coup de 21h35. Ce Sedan-Marseille ce soir sur Canal, vous allez le suivre en compagnie de notre invité Bruno Metsu. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Bruno, ça nous fait plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes aujourd'hui le sélectionneur du Sénégal, qualifié pour la Coupe du Monde 2002. On en reparlera tout à l'heure. Mais vous êtes aussi un ancien entraîneur de Sedan.
Tout à fait, oui. J'ai entraîné Sedan pendant 3 saisons en National 1. Et ensuite, ils sont montés en 2e division. Et c'est vrai que j'en garde un souvenir extraordinaire. Quand on voit la chaleur du public et aussi l'ambiance qui règne au club, c'est vrai que Sedan est voué à faire de bons résultats. Bruno, vous imaginez que le club a considérablement évolué depuis son accession en première division. C'est même aujourd'hui un club qualifié pour les coupes européennes. Je vous propose avec Grégoire Margoton, qui est un de nos envoyés spéciaux, là-bas sur place dans les Ardennes, de découvrir ce qui concrètement a changé à Sedan. Vous allez le voir, c'est impressionnant. Salut Grégoire. Salut Thierry, bonsoir Bruno, bonsoir à tous. Vous parlez d'évolution Thierry, c'est même plus que ça, hein. C'est une révolution, c'est une véritable métamorphose depuis 2 saisons, un petit peu plus de 3 saisons. Sedan a complètement explosé dans le bon sens du terme. On va voir avec Jean-Jacques les vieilles images. Les vieilles images, c'est celle d'Émile Albo, ce vieux stade dont il reste encore une tribune. C'était un stade du 19e siècle. On est passé en un an, pas plus, à un stade du 21e siècle, ce stade Louis de Goguet, juste à côté. Pour la première fois ce soir, il est complet. Toutes les places vont pouvoir trouver preneur, c'est-à-dire un peu plus de 23 000 places assises. Il est magnifique ce stade, avec des capteurs tout autour, ces caméras, ces fameuses caméras qui permettent à Alex Dupont de bénéficier de statistiques absolument inédites pour les autres, mais pas pour les abonnés de Canal, ça on le verra tout à l'heure. Des statistiques inédites, on pourrait rajouter un centre d'entraînement qui est en train de se construire, qui sera digne du Hayan à Bordeaux. Toutes ces évolutions aussi dans la tactique, la façon de jouer, ça on les détaillera avec Olivier Rouillet tout à l'heure parce que ça change là aussi à Sedan. Et puis un changement final de statut. Imaginez il y a 2 ans ce match Sedan-Marseille, ça aurait été sans doute Marseille le favori. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, c'est bien Sedan qui accueille Marseille dans le rôle de favori. Finalement la seule chose qui n'a pas changé à Sedan, c'est la mascotte. La mascotte, c'est toujours le sanglier, je ne connais pas son nom mais on l'aura d'ici la fin de la soirée. Vous connaissez son nom, vous, Bruno? Dudul. Eh ben voilà, Bruno Metsu connaît le nom de la mascotte de Sedan. Il y a autre chose qui vous rattache à Sedan, Bruno, c'est votre amitié très ancienne avec Alex Dupont, aujourd'hui l'entraîneur de Sedan. Oui, tout à fait. Nous sommes des amis d'enfance. On se connaît depuis l'âge de 8 ans. On a fait nos classes ensemble au niveau du football. On a joué ensemble aux équipes de Dunkerque. Après, on a fait pratiquement nos premiers matchs en 2e division ensemble à l'âge de 16 ans et demi. Et c'est vrai qu'Alex, on a beaucoup de bonnes histoires à se raconter. C'est toujours un réel plaisir de se revoir et aussi de se téléphoner. Je suis sûr que vous aurez l'occasion de dialoguer avec lui d'ici la fin de cette soirée via nos envoyés spéciaux entre Sedan et ici le plateau à Paris. On va planter le décor, hein, Bruno, avant ce dernier match de la 7e journée de D1 en récapitulant ce qui s'est passé hier sur les autres stades. 14 buts seulement ont été inscrits. On espère avoir un peu plus de chance ce soir, avec 3 succès quand même à l'extérieur, ceux de Metz, de Lille et d'Auxerre. On va constater au classement que les gros bras de ce début de saison ont tous gagné. Les 4 premiers se sont imposés. Le Paris Saint-Germain a concédé un match nul à Lorient. Et c'est Lens qui prend donc les rênes de ce championnat à la faveur d'une meilleure différence de but par rapport à celle de l'AJ Auxerre. Dans le bas du tableau, on va retrouver les protagonistes de ce soir, hein. Sedan 13e, Marseille 17e. Vous voyez que Bordeaux-Monaco, l'autre rencontre de la soirée, ces 2 clubs ne sont pas mieux lotis. Voilà, le décor est planté. Je parlais tout à l'heure de votre actuelle activité, celle d'entraîneur du Sénégal, qui fait partie désormais des 13 pays qualifiés, hein, pour la prochaine Coupe du Monde 2002. J'imagine que c'est un boulot qui vous conduit souvent chez nous, dans notre championnat. Hein. Oui, c'est exact. C'est vrai que les 11 joueurs, les 11 titulaires de l'équipe nationale sénégalaise évoluent en première division en France. Ils sont tous titulaires dans les clubs de première division. Et c'est vrai que pour moi, c'est une facilité justement de voir les matchs. Et c'est plus facile. En plus, j'ai des relations avec les entraîneurs, avec les présidents. Ça facilite aussi les départs, les déplacements pour l'équipe sénégalaise, parce que c'est vrai que pendant un moment, c'était dur d'avoir tous les professionnels jouer avec l'équipe nationale du Sénégal. Et c'est vrai, grâce à ça, ça facilite les choses et tout le monde était content, parce que bon, la qualification en une Coupe du Monde au Sénégal, c'est la première fois de l'histoire du Sénégal que le pays est qualifié pour la Coupe du Monde. Bon, c'est vrai que c'était des moments de joie, des moments fabuleux à vivre, et c'est vrai que c'était des grands moments. Mais tiens, on va justement peut-être avoir les images. Je change un peu le conducteur là, Isabelle, mais ça vaut le coup, hein, de rebondir sur ce que vient de dire Bruno Metsu. Les images du dernier match joué par le Sénégal à domicile, c'était contre le Maroc, une ambiance extraordinaire, vous me disiez, Bruno. Tout à fait. Il y avait 65 000 spectateurs, c'était vraiment un match grandiose, parce que c'est vrai que le Sénégal et le Maroc, c'est une grande équipe, avec des joueurs qui évoluent tous dans les grands clubs européens. Donc pour nous, c'était un challenge difficile de battre les Marocains chez nous, et ce qu'on a réussi à faire. Avec un but de Diouf. Voilà. Et voilà, cette explosion de joie dans tout le pays. Hein. Ah, c'était grandiose, grandiose. En plus de ça, il y a une spirale justement des victoires. Maintenant, on remarque que tous les Sénégalais qui évoluent en France font de grands